Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est une attaque inédite et de très grande ampleur contre la chaîne TV5 Monde. La piste terroriste est privilégiée selon le ministre de l'Intérieur. La cyberattaque a été revendiquée par le groupe Cyber Califat qui se réclame de l'État islamique. Analyse à suivre dans ce journal. Guerre au Front National, la suite. Jean-Marie Le Pen déclare que son exclusion du parti serait une idée complètement folle. Ce soir, Marine Le Pen annonce une procédure disciplinaire à son encontre et l'invite à se mettre en retrait de la politique. La présidente du parti déplore de multiples provocations. Les extraits dans ce journal. Défilé contre l'austérité dans les rues. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en province et dans la capitale. Il faut un changement de cap économique, ont clamé les syndicats. Après des mois de silence, les principales organisations ont décidé d'envoyer un signal au gouvernement. Les éléments tout à l'heure. Et puis l'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, journaliste, essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber. Il est l'auteur de ce livre « C'est la vie » aux éditions Albin Michel. Un essai sur ce qui compte le plus dans la vie, le sens de l'existence et surtout les autres, bien sûr. Il nous rejoindra tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après 48 heures de crise au Front National, sa présidente Marine Le Pen s'exprime ce soir. Elle déplore les propos de son père non conformes à la ligne du parti, dit-elle, et annonce l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Elle confirme aussi par ailleurs son opposition à la candidature de Jean-Marie Le Pen au régional. On l'écoute, elle était l'invitée ce soir du 20h de TF1. J'ai décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire et donc Jean-Marie Le Pen sera convoqué devant le bureau exécutif siégeant en sa qualité de structure disciplinaire. Mais je vais vous dire, au fond, Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse. Il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. Vous lui demandez de se retirer de la vie publique et de la vie politique, mais vous ne le ferez pas de vous-même. Non, mais je pense que ce serait faire preuve, encore une fois, de sagesse. Il y a un trouble profond et il faut mettre fin à ce trouble, il peut le faire. Voilà, et c'est lors du bureau politique du 17 avril que Jean-Marie Le Pen, président d'honneur et fondateur du Front National, connaîtra précisément le sort qui lui est réservé. En attendant, la rupture semble bel et bien consommée avec sa fille. Celle-ci lui demande ce soir de quitter la vie politique. Une étape importante, point d'orgue de la stratégie de dédiabolisation du parti menée par sa présidente. Les détails avec Jérôme Rabier. Ce matin, au siège du parti à Nanterre, c'est le silence qui règne. Pas de Marine Le Pen, ni de Jean-Marie Le Pen, et des cadres du FN qui fuient les journalistes. Je vous remercie, c'est très gentil. Quelle est l'ambiance aujourd'hui? L'ambiance est excellente. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, il y a du soleil. Prenez un petit verre, ça fera du bien. Pourtant, pas de trêve en vue dans la guerre familiale qui agite le Front National. Et la querelle s'affiche jusque sur le site du parti où les communiqués de Marine Le Pen côtoient ceux de son père. Jean-Marie Le Pen s'est lui brièvement entretenu avec une journaliste de RTL pour une fois encore s'en prendre à sa fille. Marine Le Pen souhaite ma mort, peut-être, c'est possible, mais elle ne doit pas compter sur ma collaboration. Le patriarche de plus en plus isolé, les principaux dirigeants ont déjà marqué leur distance avec Jean-Marie Le Pen, y compris ceux qui se sont longtemps inscrits dans ses pas sans cacher leur malaise. Je le regrette et croyez bien, quand je m'entends dire ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi qui dis ça. Jean-Marie Le Pen ne s'inscrit plus depuis quelques heures dans une démarche politique et il met en péril le mouvement qu'il a créé. Derrière cette demande de mise en retrait, c'est l'enjeu des régionales et de l'investiture en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en train de se jouer. Ce soir, Marine Le Pen est restée ferme. Elle réaffirme qu'elle s'opposera à la candidature de son père en PACA et annonce qu'il sera convoqué devant la commission de discipline du parti. Le bureau politique se réunira le 17 avril prochain.
C'est une cyberattaque inédite par sa puissance et la nature de sa cible, une chaîne de télévision. TV5 Monde a été visée par un piratage de grande ampleur revendiqué par un groupe islamiste cybercalifate qui se réclame de l'État islamique. Une attaque parfaitement synchronisée et sûrement planifiée. La piste terroriste est en tous les cas privilégiée selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Tout a commencé sur Twitter. Il était 22 h hier soir. Des images de djihadistes sont apparues sur les comptes de la chaîne. Elles se sont propagées à Facebook, puis à l'antenne de TV5 Monde, provoquant l'arrêt des programmes. Une cyberattaque de grande envergure revendiquée par Daesh. Utiliser TV5 Monde, qui est présente sur l'ensemble de la planète, c'est sans doute cela qui a été visé, utilisé. Ce matin, Bernard Cazeneuve, Laurent Fabius et Fleur Pellerin, pas moins de 3 ministres, ont fait le déplacement. Une enquête a été ouverte. Il faut que chacun comprenne la gravité de la menace et que chacun ait bien à l'esprit que le gouvernement français, avec ses partenaires européens, mobilise tous les moyens à sa disposition, juridiques, techniques, humains, pour faire face à cette menace. Et ceux qui sont à l'origine de ces actes doivent savoir qu'ils seront rattrapés par la justice. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé la création de 500 postes supplémentaires pour prévenir ce genre d'attaque. Fleur Pellerin, elle, a réuni les dirigeants de différents médias. Nous allons faire un point sur les mesures à mettre en place, à la fois pour assurer la sécurité des réseaux, leur résilience, et puis voir les mesures qui sont nécessaires à mettre en place et à prévoir pour l'avenir, pour essayer de prévenir au maximum ce type de situation et pour pouvoir gérer les crises si nouvelle crise il devait y avoir. Ce n'est pas la première fois qu'un média est ainsi attaqué. Les grandes chaînes ne sont pas à l'abri de ce genre d'attaque. Il n'y a pas de protection absolue. Il faut chaque fois revoir les procédures. Il faut chaque fois s'attendre à ce que les barrières qu'on a mises en place soient à un moment donné contournées ou surmontées. Les programmes de TV5 Monde n'ont toujours pas repris leur cours normal. Il faudra plusieurs jours pour stopper cette attaque. Défilé contre l'austérité et ses symboles, selon les manifestants, à savoir la loi Macron. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en province et dans la capitale aujourd'hui. Il faut un changement de cap économique, ont clamé les syndicats. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. Ils entendaient faire une démonstration de force, bilan en demi-teinte pour la CGT, FO, FSU et Solidaire. À Paris, 120 000 manifestants selon les syndicats, mais seulement 32 000 selon la police, se sont retrouvés pour battre le pavé. Rien ne change, j'espère que tout changera. Moi je suis arrivé depuis 33 ans dans ma boîte, je me bats pour ça et j'espère qu'on va s'y battre. Alors monsieur Hollande, je veux bien, toutes les lois qu'il invente, mais qu'il se batte. Et qu'on fasse pour les salariés, parce que les salariés ils en ont marre. Lutte pour les salaires, les services publics, l'emploi, la protection sociale. Les revendications sont multiples, mais le mot d'ordre est clair, non à l'austérité. On est là contre la loi Macron, la première chose, contre les politiques d'austérité en Europe qui sont catastrophiques dans toute l'Europe, notamment en Grèce. C'est pas un gouvernement de gauche, non. Très présente, la CGT. Le syndicat a affrété près de 250 cars pour acheminer ses militants. Une image d'union et de force après la crise traversée par le mouvement. En région ce matin, plus de 80 défilés étaient programmés, comme ici à Lyon ou encore à Rennes. Des rassemblements beaucoup moins suivis, seuls quelques milliers de personnes, dont chacune des villes concernées, ont répondu à l'appel. La suite du 22h, dans un instant, c'est l'entretien du jeudi avec le journaliste et essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber, auteur du livre « C'est la vie ». Mais d'abord, le rappel des informations en France et dans le monde, c'est le tour de l'info. Il y est signé ce soir, Nathalie Guilloire. Le gouvernement a enfin trouvé un médiateur pour tenter d'éteindre le conflit social qui a lieu à Radio France. Ce sera Dominique Jean Chertier, ancien directeur général de l'UNEDIC et ancien conseiller social de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. C'est une première, la France a été condamnée aujourd'hui par la justice européenne pour ne pas avoir relogé une famille, comme la loi du droit au logement opposable le prévoit depuis 2007. La requérante vivait dans un logement considéré comme insalubre à Paris avec sa fille et son frère. Elle avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
Après 6 mois de bras de fer, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. L'annonce a été faite aujourd'hui par Emmanuel Macron. L'accord valide un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards d'euros en échange d'un allongement moyen de 2 ans de la durée des concessions actuelles. Les sociétés d'autoroutes valident également le gel des tarifs pour 2015, mais rien n'est encore acté pour la suite. Fraude fiscale, mise en examen et lourde caution d'1 milliard d'euros pour la holding d'HSBC en France. La justice réagit 2 mois après la mise au jour de l'affaire SwissLeaks. Dans cette affaire, 180,6 milliards d'euros auraient transité à Genève par les comptes HSBC de plus de 120 000 clients et de 20 000 sociétés offshore entre 2006 et 2007. L'accord sur le nucléaire iranien, conclu la semaine dernière à Lausanne, avait fait du bruit. Mais aujourd'hui, l'optimisme retombe comme un soufflet après les propos de l'ayatollah Khamenei. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne garantit ni l'accord en lui-même, ni son contenu, ni même que les négociations iront jusqu'au bout et conduiront à la signature d'une entente. C'est pourtant le guide suprême d'Iran qui aura le dernier mot sur ce dossier. L'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, il est journaliste, essayiste, Jean-Louis Servan-Schreiber, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous publiez ce livre, 7 essais, c'est la vie, aux éditions Albin Michel, dont on va parler en détail ce soir. Mais d'abord, votre regard sur l'actualité, sur cette guerre qui se poursuit, la suite au Front National, la rupture entre les Le Pen. Certains pensent que cette mise à l'écart, c'est un point d'orgue de la stratégie de dédiabolisation du parti qui est menée par Marine Le Pen. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est une grande opération politique? Le résultat est forcément une grande opération politique. Maintenant, je ne crois pas qu'elle ait pu mener à bien les propos de son père. Manifestement, ce n'était pas quelque chose auquel elle s'attendait. Elle pouvait probablement s'en méfier un peu parce qu'elle sentait qu'il avait un comportement qui était de moins en moins contrôlable. Mais à ce point-là, en quelque sorte, d'une certaine manière, il lui a servi la soupe. Il y a une grande différence, il y a beaucoup de différences entre les deux. Peut-être l'une des plus importantes, c'est qu'elle veut le pouvoir et lui ne le voulait pas, ne l'a jamais vraiment voulu, le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Probablement qu'il n'était pas prêt, il ne s'est jamais senti prêt pour ça. Et que, en fait, c'est un troublion. Un troublion qui a eu d'ailleurs, qui a fait preuve de talent, mais en même temps de beaucoup de hargne et un peu de passéisme, il faut bien le dire. On parle aujourd'hui de ces propos outranciers comme de dérapage. Est-ce que ce sont vraiment des dérapages? Parce qu'il est coutumier du fait, c'est un récidiviste. D'ailleurs, Jean-Louis Servan-Schreiber, on va revoir un extrait d'une émission que vous connaissez bien évidemment, oui. Vous étiez présent. C'est l'heure de vérité, vous l'aviez animée aux côtés d'Alain Duhamel et c'était la première émission de Jean-Marie Le Pen, en tous les cas la plus importante. C'était en tout cas la première, puisqu'il n'était jamais invité à la télévision, il s'en plaignait. Et là, il y avait eu voilà, une fenêtre d'ouverture. Alors c'était le 13 février 1984, vous étiez aux côtés d'Alain Duhamel, l'interview de Jean-Marie Le Pen. Plus près de nous, je cite, « Demain, les immigrés s'installeront chez vous, mangeront votre soupe et coucheront avec votre femme, votre fille ou votre fils. Oui. » Ça a été reproduit à la suite de votre campagne dans le Morbihan, dans le Figaro. Et là, que je sache, vous n'avez pas attaqué le Figaro. Oui, je sais, voyez-vous, que ces propos, disons, virils, ont de choquant quand c'est regardé à la loupe dans les salons parisiens, chez les gens de qualité, même c'est affreux ce qu'on peut dire, et il est bien évident que quand et c'est le rôle d'un homme politique, la politique c'est un art de communication, ça consiste à traduire les aspirations populaires dans des formes qui soient, je dirais, gouvernementalement possibles. Et ça consiste aussi à traduire la gravité des problèmes politiques dans des termes qui soient compréhensibles par tous. Vous l'aviez mis face à ces propos outranciers, c'était déjà l'antisémitisme, la torture pendant la guerre d'Algérie. Comment ça s'était passé? Et après, j'aimerais savoir quel courrier vous aviez reçu après cette émission. Quel type d'ailleurs de réaction? Quand je suis sorti de cette émission, j'ai retrouvé ma voiture avec les 4 pneus crevés déjà, ce qui était inhabituel. Et puis ensuite, j'ai reçu pendant 3 semaines de nombreuses lettres de haine tous les jours. Puis ça s'est arrêté là quand même, parce que nous sommes dans une démocratie relativement calme.
S'il se retire de la vie politique, si, parce que sa fille le demande ce soir et il n'est pas sûr qu'il suive même pas du tout son conseil. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Parce qu'on retient évidemment tous ses propos outranciers. C'est plus que des dérapages, mais on oublie aussi que ça a été le fondateur du Front National, que ça a été un homme politique, certes avec des saillies inadmissibles, mais également avec un parcours qui est là. Incontestablement un parcours. Il a commencé avec presque rien entre les mains, sauf son bagou, sa culture, parce que ce qui était particulier en son cas, c'est un leader populiste de tempérament, avec la faconde qui va avec, mais il avait un fond de culture. Seulement, ça ne suffit pas pour faire quelque chose qui soit acceptable. Il est passé de pas grand-chose à la capacité d'être second à l'élection présidentielle de 2002. C'est évidemment une performance. Et puis, il a atteint son plafond. Et évidemment, c'était la chance historique pour lui, c'était d'avoir une fille. Alors, cette chance historique se retourne contre lui. C'est quand même une tragédie grecque formidable. Ça rappelle aussi le roi Lear. Les images littéraires viennent très spontanément, incontestablement, sur le plan d'un destin. Voilà, il signe son destin et il y est allé volontairement. Je crois que sa fille est persuadée que si elle a fait ses sorties outrancières, c'est délibérément. C'était voulu. Elle l'a rappelé d'ailleurs ce soir. Oui. Alors, je crois que la France est spectatrice de ce qui est en train de se passer. Je dois dire que sur le plan journalistique, c'est croustillant. Une dernière question sur ce sujet, Jean-Louis Servan-Schreiber. Pour vous, le parti a les mêmes bases, les mêmes fondements? S'il part, s'il s'éloigne, c'est toujours le même Front National ou c'est un autre parti ou c'est seulement la devanture qui change? Comment peut-on savoir ça? Je crois en tout cas que s'il s'en va ou si elle arrive à le faire sortir du jeu, il y aura un grand service. Donc c'est une étape de plus qui renforce ce Front National tel qu'il est devenu aujourd'hui. Alors on va parler de votre livre, le voici, c'est la vie, aux éditions Albin et Michel. D'abord, comment a-t-on l'idée, comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet, la vie? Ça peut paraître un peu présomptueux au départ d'écrire sur l'existence, le sens de la vie, de l'existence. C'est absolument présomptueux. Oui, ça l'est. Et en même temps, je trouve relativement modeste. Pourquoi? Parce que chacun a le droit de réfléchir à son existence. Nous avons tous en commun d'être vivants et pas pour très longtemps. Et donc ça nous met dans une situation singulière. Et en même temps, chacun a sa manière de le vivre. C'est une des choses que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est extraordinaire la différence qu'il y a entre chaque personne parce que aucun de nous ne peut avoir la même vision du monde et retenir du réel qui est autour de lui les mêmes choses. Donc, c'est vraiment une expérience unique. Chacun a le droit de s'exprimer à ce sujet, mais tout le monde ne le fait pas. Moi, comme c'était un peu mon métier d'écrire, ça m'a pris un jour comme des choses de naturel, ne serait-ce que pour mieux comprendre pourquoi je pense ce que je pense. C'est aussi un livre, vous allez me dire si c'est le cas, un livre miroir de notre société où l'individualisme prime quand même très souvent. Et vous rappelez, au cas où on l'aurait oublié, que l'important, c'est les autres, c'est la famille, c'est ce qu'on aime. Ça peut paraître... C'est tous les autres. Tous les autres. C'est tous les autres. Tous ceux qui sont autour de nous. Ça peut paraître la famille, ce que l'on oui. aime, il vous apporte quelque chose qui est évidemment irremplaçable, c'est la dimension affective des choses. Mais sur le plan tout à fait pratique, nous ne pouvons pas vivre physiquement, nous nourrir, nous soigner, nous déplacer sans les autres. Nous sommes totalement codépendants les uns et les autres. Et en même temps, c'est vrai... Vous décrivez ça comme une chaîne? Non, une corde. Parce que les chaînes, ça casse et c'est lourd. Oui. La corde, chaque élément d'une corde n'est pas noué aux autres. Il est tressé avec. Et ce n'est pas tout à fait la même image. Et ça veut dire que chaque élément d'une corde, chaque brin de cette cordée peut s'en aller et disparaître, ce que nous allons tous faire à un moment donné, sans que la cordée... C'est possible, on l'espère. Oui, mais ça c'est évidemment l'effort de chacun ou le désir de chacun. Mais ensuite, la cordée continue à avancer. Et je trouve que c'est un sentiment rassurant de savoir que même si on est passé peu de temps dans ce système humain dont nous sommes partis, nous appartenons à un ensemble qui est très durable et voilà, nous devons tout à ceux aussi qui nous ont précédés. Et puis, nous léguerons une partie, plus ou moins grande, peu importe, au suivant. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous en parlez, et puis vous l'écrivez de manière sereine,
Or, ce sont des questions plutôt angoissantes, le sens de la vie, donc penser à la mort. C'est plutôt, oui, ça a un caractère un peu anxiogène. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à ce moment-là où vous dites finalement, voilà, on peut poser ce genre de questions, y répondre ou pas, parce qu'il n'y a pas toutes les réponses dans ce livre. Heureusement, ça me permettra d'en écrire d'autres. Il y a deux choses fondamentales que les gens trouvent en général anxiogènes. C'est qu'on est seul et on meurt seul. Et on vit seul en réalité. Parce que, en quelque sorte, si nous existons en tant qu'individus, c'est que nous ne sommes pas les autres. Donc nous sommes dans une position de solitude constitutionnelle, en quelque sorte. Et puis en même temps, nous sommes destinés à ne pas vivre éternellement et à nous arrêter. Et ma seule, au fond, réaction personnelle qui m'a permis de me sentir plus serein, c'est de considérer que c'est ça qui est normal. Pour un humain, il est normal d'être seul, il est normal de mourir, et ça n'est pas tragique. On ne peut pas vivre en pensant que sa destinée est en permanence tragique. C'est vraiment une façon terrible de passer sa vie. Donc pour profiter de l'existence, il faut admettre ces paramètres. Ça fait partie des paramètres. Et à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que la vie était encore beaucoup plus agréable à vivre. Le sens de la vie, c'est aussi le sens qu'on lui donne. Vous écrivez, j'ai même appris que Schreiber, en allemand, ça veut dire... Schreiber, c'est celui qui écrit. Celui qui écrit. C'était le destin pour vous. Enfin, pas seulement pour moi, vous savez, c'était mon père, c'était mon frère, c'était ma famille. Tout le monde dans la famille écrit ou publie ou des articles ou des livres. C'est pour ça que je me suis mis aussi à écrire, parce que ça paraissait une chose naturelle. C'est pas le cas pour toutes les familles, mais moi, c'était la mienne. Puisque vous parlez de votre parcours, quel est votre regard aujourd'hui sur le monde de la presse qui s'ouvre? Vous avez vécu quand même les évolutions des journaux, vous étiez les Échos, puis l'Express, et puis l'Aventure avec Jean Boissonnat. C'était le groupe Expansion que vous avez dirigé pendant 27 ans. Oui. Et aujourd'hui, que de changements. Et puis après, j'ai fait psychologie avec ma femme, et maintenant je fais clé aussi. Je suis un récidiviste impénitent de la profession de papier et de journalisme de papier. Et je suis en train d'assister au déclin de cette industrie. Il y a une photo de Paris Match que vous connaissez, je vais vous la montrer, qui a réuni le clan. Oui, absolument. Alors, ça, c'était au mois de janvier, le 3 janvier. Sur j'allais dire, l'échelle de l'âge, ça va de 9 mois à 96 ans, 200 membres de la famille. C'est incroyable. Quel point commun, quelle valeur commune vous rassemble? Le simple fait que tout le monde soit là, ce jour-là, est une valeur commune. Ça veut dire qu'ils considèrent que ça n'est pas sans intérêt d'appartenir à un ensemble familial. De nos jours, ça ne va pas de soi. Tout le monde ne le pense pas. Et une des choses auxquelles nous nous attachons, mais sans que ce soit la moindre contrainte, parce que de nos jours, les contraintes, ça ne marche plus, c'est de créer l'état d'esprit nécessaire pour qu'on se sente bien ensemble en famille. Mais cette réunion-là, elle n'a lieu que tous les 5 ans. Parce que c'est déjà pas mal de réunir tout le monde tous les 5 ans. Ça ne doit pas être facile. Mais voilà, ce sont des gens qui se sentent bien ensemble et par volonté mutuelle. C'est comme ça que, vous savez, les groupes humains, c'est fondé quand même sur l'affectivité à un moment donné. Et vous en parlez beaucoup dans votre livre, Jean-Louis Révenchavert. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent c'est encore finalement un livre sur la vie, encore un livre sur le bonheur, ce sont des leçons, des clés qu'on nous donne? Je ne crois pas que je prononce plus d'une fois le mot bonheur dans le livre. Oui. Justement. Parce que pour moi, c'est devenu un mot valise qu'on déforme à force de s'en servir. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la vie. Elle est intéressante, la vie. Elle est singulière. Elle n'arrive qu'une fois. Et tout ce qui nous arrive est quelque chose, d'une certaine manière, inédit, presque chaque jour. Donc, c'est un sujet, je crois que c'est la plus singulière des enquêtes. Et je suis journaliste, c'est pour ça que je vois ça sous forme d'une enquête. Je suis un petit peu aussi, nous sommes tous un peu reporters de nos vies. Nous sommes, voilà, entre journalistes et c'est un sacré sujet d'enquête. Et quand on est reporter de nos vies, on se pose beaucoup de questions. L'une des questions que vous posez, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans votre vie? Ça varie avec les années. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Il y a une période de la vie où j'étais dans la construction d'une famille, construction d'une entreprise, construction de moi-même en quelque sorte. Et puis maintenant, c'est plus dans un essai de compréhension. Donc en fait, l'importance des choses, c'est celle qu'on leur attribue au moment donné où on les vit. Et l'échelle des valeurs que l'on a se modifie avec le temps, et au gré des rencontres, et au gré des événements. Donc ça n'est pas immuable, c'est pas fixe. Avant nous, les générations précédentes
avait des échelles qui étaient données par l'organisation de la société dans laquelle on était, souvent d'origine religieuse d'une manière ou d'une autre. Et donc il y avait des vérités, il y avait des prescriptions, il y avait des péchés, il y avait des... Bon. Maintenant tout ça c'est complètement dilué et nous nous retrouvons en gros avec la responsabilité nous-mêmes de nous fixer l'échelle d'importance, les priorités. Il n'y a pas de tribunal au-dessus de nous. C'est ça ce qui est formidable, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais qu'il n'y a pas de leçon dans ce livre, c'est la vie. Non, non. Surtout pas de leçon. Il n'y a qu'une seule leçon, c'est celle de sa propre vie. Et s'il y avait une réponse, ça serait immédiatement d'un ennui mortel. C'est vrai. Jean-Louis Servan-Schreiber, comme tous les jeudis, je fais réagir mon invité à une semaine d'actualité qui est croquée en dessin par notre dessinateur Hervé Baudry. Je vais vous demander de la regarder, puis vous choisirez un dessin qu'on va commenter ensemble. Voilà, une semaine riche en actualité en France et évidemment à l'étranger. Qu'est-ce que vous retenez? D'abord qu'il a du talent. Moi j'aime beaucoup le dessin et d'ailleurs dans mon livre il y a beaucoup de dessins de mon ami et philosophe Gorce qui dessine au lieu d'écrire. Et souvent en un seul dessin il en dit plus que dans tout le chapitre qui suit. Alors je trouve ça un peu vexant mais ça enrichit mon livre en quelque sorte. Donc votre dessinateur aussi a de bonnes idées. Vous me demandez ce qui me paraît le plus important. Je dirais que malheureusement c'est le plus tragique, c'est-à-dire cette tuerie effroyable au Kenya, parce qu'une fois de plus, la barbarie s'attaque à des enfants pour des raisons qui sont en fait, qui ressortent d'une sorte de génocide, c'est-à-dire de tuer les gens pas pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont fait. De toute façon, je ne crois pas acceptable de les tuer pour ce qu'ils ont fait parce que je suis contre la peine de mort. Mais cette manière de faire aujourd'hui, qui devient de plus en plus fréquente dans ces terriblement malheureuses régions qui sont secouées par ces guerres intestines entre les chiites, les sunnites, les différentes tribus arabes, le reste du monde n'est pas du tout dans cette situation. Et on finit par croire que, parce qu'on nous en parle beaucoup, et c'est assez naturel, que le monde est complètement à feu et à sang. Non. Mais malheureusement, ces pays vivent une situation tragique dont on voit mal comment ils vont se sortir. Alors, à côté de ça, la grève à Radio France, la rupture chez les Le Pen, tout est anecdotique. Ça, c'est malheureusement de la barbarie qui se manifeste et c'est quelque chose qui doit évidemment mobiliser au minimum l'indignation de chacun. Sans oublier aussi le sort des chrétiens à la fois en Orient et en Afrique, notamment au Kenya. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, C'est la vie, aux éditions Albin Michel. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Je vous retrouve bientôt. Belle et douce nuit à vous.